Donc, Africa's Talent, World's is Future, you know. Students Mag, c'est la plateforme qui permet aux parents d'élèves, aux élèves parents et voilà, à toute la communauté pédagogique de se retrouver autour des sujets qui peuvent permettre d'orienter une nation dans son ensemble. Parce que l'éducation, c'est le fondement de la nation. Donc, il faut le dire. Et nous sommes le 26 août. On prévoit la rentrée le 8 septembre prochain. Maman Ghislaine, on est à quelques jours seulement et on commence déjà à se poser des questions sur ce que vont faire les enfants. Ceux qui ont eu le CEP vont aller en 6e, anglophone ou francophone, on ne comprend pas. Ceux qui sont en 3e, qui ont eu leur BECO, iront scientifique, littéraire. Ceux qui ont eu leur bac, c'est quoi? C'est politique, Sciences Po, c'est... Tout ça, c'est compliqué, et heureusement que vous êtes là pour nous aider. Déjà, première question, quel est le rôle principal d'un conseiller d'orientation? Je suis une fois de plus très honorée d'être présente dans ce magnifique plateau avec des personnes aussi gaies, des personnes aussi joyeuses. C'est la pause déjeuner. Bon, généralement, le conseiller d'orientation, on l'appelle, c'est un psychopédagogue. D'accord. Le psychopédagogue, c'est celui qui travaille psychologiquement avec l'enfant pour sa réussite scolaire, pour aller terre à terre. Ouais. Ça veut dire, chacun a son rôle dans un établissement scolaire, le proviseur, les censeurs et tout, et les surveillants généraux. Le conseiller d'orientation ne dispense pas des cours. Il accompagne l'enfant à réussir. C'est-à-dire, quand chacun a déjà eu à faire ce qu'il devrait faire, l'enfant rencontre quelques difficultés. Par exemple, les difficultés à apprendre à la maison, il a les cours, mais il n'arrive pas à apprendre. Une orientation après la classe de troisième, par exemple. Une insertion socio-professionnelle après la terminale. C'est à ce moment-là que le conseiller d'orientation intervient. Ah, super, ça veut dire que vous n'êtes pas là pendant les rentrées ou les fins d'année pour dire aux élèves, écoute, c'est mieux d'aller ici ou là. Vous êtes aussi là durant l'année, vous assistez les élèves. Très bien, nous sommes là durant l'année, c'est-à-dire du premier jour jusqu'au dernier jour. Comment se passe cette assistance durant l'année scolaire? Est-ce que vous suivez certains élèves en particulier ou alors vous suivez ceux qui viennent vers vous? Est-ce que vous vous intéressez à des cas particuliers durant l'année scolaire? Durant l'année scolaire, comme nous allons bientôt aborder, le 8 septembre, durant l'année scolaire, ce que nous faisons généralement, à la rentrée par exemple, nous accueillons les nouveaux. D'accord. Les nouveaux sont ceux qui sortent de l'école primaire. C'est-à-dire des élèves qui sortent de l'école primaire, ceux qui entrent en 6e ou en première année, nous les accueillons. Et l'accueil se fait généralement par la présentation de l'établissement. L'élève qui sort de l'école primaire avec un maître, avec un directeur, ou alors il avait des camarades. Maintenant, il va se retrouver avec 6 enseignants ou 7. Professeur de maths, professeur d'histoire. On va lui dicter ses cours. On va lui dicter ses cours. Et puis, il y a le censeur qui vient dire que je suis là pour toi. Et il y a le surveillant général qui vient également. Et il y a le proviseur. Et il y a le conseiller d'orientation. Il y a l'intendant. Il y a l'intendant. Il dit que si vous n'avez pas payé là, il y a le surveillant des secteurs. Celui qui est à côté là. Que oui. Lorsqu'il veut faire, il lui dit directement, je ne veux plus te Attention. voir à telle heure, dehors et tout. Il est perdu. C'est un nouveau monde en fait. C'est un nouveau monde. C'est à ce moment-là que généralement les conseillers d'orientation interviennent. La première semaine pour nous, c'est une semaine fatidique pour notre travail, pour pouvoir intégrer les élèves dans le nouveau système. Très bien. Et pour l'année, l'assistanat, comment est-ce que cela se passe? Nous avons des plages horaires. Nous passons dans les salles de classe. Ces plages horaires nous permettent de sensibiliser les élèves sur certains points. Nous avons tout un cahier de charges. Dans ce cahier de charges, nous avons la présentation de l'établissement, comme je vous ai dit. Nous déroulons plusieurs problèmes dans ce cahier de charges, ce qui fait que lorsque nous sortons de la classe, généralement, l'élève qui s'est senti concerné, par exemple, nous avons parlé de la concentration, les difficultés à apprendre, et un enfant se rend compte que depuis la rentrée, il n'arrive pas à s'asseoir 30 minutes pour apprendre, il vient nous rencontrer au bureau. Nous travaillons également avec les surveillants généraux, qui ont généralement des cas des enfants délinquants. Ouais. Un enfant qui a dépassé son père, comme on dit au quartier. Le papa vient dire que maman, l'enfant s'il m'a dépassé, faites de cet enfant ce que vous voulez.
Ce sont des cas qu'on nous réfère généralement. Bertie, tu permets, pour sortir complètement du sujet, vous avez évoqué votre statut de psychothérapeute. Est-ce qu'il vous est arrivé... Psychopédagogue, merci. Est-ce qu'il vous est arrivé de convoquer des parents pour des cas d'élèves précis, peut-être à cause de la qualité de leur travail ou à cause de leur comportement au sein de l'établissement scolaire? Est-ce qu'il vous est arrivé de discuter avec les parents? C'est très fréquent. Ouais. C'est très fréquent. Lorsque nous avons travaillé avec un élève et on se rend compte que son problème n'est pas pédagogique uniquement, c'est-à-dire un enfant qui a des difficultés à apprendre, c'est parce qu'il vit dans un environnement bruyant. Ouais. Il y a des parents qui se disputent tout le temps lorsqu'il veut se concentrer. Papa et maman bagarrent, ils se disputent, l'enfant est déconcentré. Et il y a les moments où il rentre très tard parce que quand il arrive, il dit « Madame, je ne veux même pas rentrer, je vais trouver les deux là en train de bagarrer. » Et l'atmosphère là ne me permet pas d'apprendre. C'est ce genre d'enfant. Lorsqu'on détecte ce problème, on convoque le parent. On ne lui dit pas de prime abord que voilà le problème de l'enfant. On lui demande comment ça se passe à la maison. L'environnement, il a quel rang, il est né, il est deuxième, il est premier. Ça se passe comment? Elle ne se doute de rien en fait. Ouais. C'est à ce moment-là, lorsqu'on a communiqué avec elle, qu'on lui dit voilà, l'enfant a tel problème. Désormais, si vous voulez faire vos choses là, essayez de le faire quand ils sont endormis ou alors quand ils ne sont pas là, juste pour permettre à l'enfant de se développer psychologiquement sans problème. Donc en fait, si je comprends bien, il y a la sécurité militaire, la CEMIL, et puis il y a la CP, qui est la sécurité pédagogique, que vous incarnez. Enfin, je comprends ça comme ça. Hein. Je préfère dire ça pour que les gens comprennent. Alors, quels sont les outils qui sont à votre possession, Madame Mendon, selon qu'un enfant soit au primaire, au premier cycle, au secondaire, au supérieur? Quels sont les outils qui sont à votre possession pour travailler tout cela, principalement au niveau de l'orientation des enfants? Les outils, nous avons généralement les tests psychotechniques que nous administrons aux enfants. C'est quoi un test psychotechnique? Un test psychotechnique, c'est un instrument, un document, une batterie de tests qui permet de détecter le problème de l'enfant. C'est-à-dire, c'est un QCM. D'accord. Nous savons comment nous les concevons. D'ailleurs, la délégation régionale nous envoie également. C'est un QCM qu'on donne à l'enfant. Par exemple, je prends un exemple, le QIP, questionnaire d'intérêt professionnel. Généralement, nous les administrons aux élèves qui ne savent pas ce qu'ils vont faire après la classe de terminale. D'accord. Madame, je vais avoir mon bac, je ne sais pas. Il faudrait qu'il aille avec déjà une idée. Parce que pour que l'enfant soit bien orienté, il y a des aspects qui entrent en jeu. Il y a sa personnalité, il y a le goût de l'effort, il y a les moyens financiers des parents, il y a le choix même du métier qu'il veut faire plus tard. Est-ce que vous prenez en compte également la volonté des parents? Parce qu'elle n'est pas toujours celle de l'élève. Oui, la volonté du parent vient en troisième. D'accord. En troisième, parce qu'il y a d'abord la volonté de l'élève, il y a ses capacités intellectuelles, physiques, psychologiques, qui joue dans son orientation, et enfin la volonté du parent. À chacun son job en tout cas. Les parents ont le job de parents et les conseillers il y a les parents qui disent « Ah, moi j'aurais aimé être médecin, mes parents n'avaient pas les moyens de m'envoyer à l'école de médecine, je me suis débrouillée après le CAP, je fais ce que je fais là, il faut que tu fasses médecine. » L'enfant ne veut pas faire médecine. L'enfant, médecin de la famille. Oui. En sixième, dès qu'il entre, voilà mon médecin, viens. Voilà. Oh, l'enfant est très fort dans les matières littéraires, par exemple. Donc l'enfant veut peut-être faire le droit. Il voit votre émission chaque fois, il est là devant la télé, je veux parler comme cette dame, je veux parler comme ce monsieur. Mais à la maison, on lui dit, tu seras médecin. Ouais. Lorsqu'on égorge un poulet, il est très loin parce que la vue du sang le dérange énormément. Mais comment on réussit à convaincre les parents? Parce qu'il y en a qui décident carrément, ils sont très radicaux. Peut-être pour revenir encore, allons graduellement. Déjà au primaire, il faut un choix. Si c'est séries francophones ou anglophones, c'est déjà un gros souci à ce niveau-là, aujourd'hui. Bon, étant au primaire, c'est facile. Quand l'enfant entre en sixième, c'est déjà orienté. Ça veut dire qu'ils font déjà la session anglophone à l'école primaire. Il va entrer, il va faire Form 1.
pour les lycées bilingues, ou alors il va faire 6e bilingue. D'accord. Oui. Donc là c'est moins contraignant. C'est moins contraignant. La seule difficulté, c'est l'insertion dans son établissement. Et dans le nouvel environnement. Ghislaine, parlons d'orientation. Sur quelle base? On n'avait pas fini, on allait graduellement. Maintenant, quand on est en 3e... On est en 3e. Oui. Je crois que je vais répondre à vos questions. On va revenir. Bon, quand on est en 3e... Je crois que c'est personnel en tout cas. Je vois que ça n'a rien à voir. Non, et puis c'est pas mal. Si ça peut t'aider, il n'y a pas de souci. Quand on est en 3e, bon, moi je suis dans un établissement d'enseignement général. C'est-à-dire, je ne suis pas technique, je ne suis pas dans un établissement d'enseignement technique. Oui. Parce que là-bas, une orientation aussi, c'est à part. Moi, je parle du cas d'un lycée d'enseignement général. Quand un élève est en 3e, on lui passe un test qu'on appelle batterie 3e. Ce test, au cours de l'année, ce test nous permet de savoir quelles sont ses aptitudes, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'enfant, tout au long de l'année, j'ai souvent envie de dire, depuis la classe de 6e, tu n'as jamais atteint 5 en mathématiques, mais tu vas écrire médecin. Parce que je vous assure, c'est le métier. Tous les jeunes Camerounais seront médecins. Je ne sais pas qui sera journaliste. L'enfant veut devenir médecin et nous administrons ces tests au 2e trimestre, précisément en février. Il y a souvent janvier, donc après la 3e séquence. Ces tests nous permettent de savoir d'abord les performances scolaires de l'élève. Un enfant qui est très fort va s'en sortir sans difficulté parce qu'il y a le test de mathématiques, il y a le test de numérique, il y a le proverbe, il y a technique. Donc, ces différents tests nous permettent d'orienter l'enfant sans problème. Oui. Maintenant, lorsqu'on a fini, on a restitué, on se rend compte que l'enfant a très mal travaillé au 1er trimestre, en mathématiques, par exemple, et au 2e trimestre, parce qu'au sorti des tests, on lui a dit, ton orientation tend vers la seconde A. Il dit, madame, moi, je veux faire la C. J'ai dit, bon, le challenge, c'est qu'au 2e et au 3e trimestre, tu m'apportes des très bonnes notes en mathématiques. On voit l'enfant, on voit les enfants se déployer à fond. Et puis, au conseil de classe de fin d'année, on les oriente facilement en seconde C. Mais il y a certains qui sont forts partout, comme on aime dire. Ils sont dans les matières littéraires très brillants, les matières scientifiques très brillants. Le choix de l'enfant en ce moment est très important. Parce que il va s'en sortir partout. D'accord. Mais est-ce qu'on peut être fort en mathématiques et être un très bon scientifique? Est-ce que c'est une logique? Dans les matières littéraires Oui, non, je veux dire, est-ce que parce qu'on est fort en mathématiques ou au secondaire, on est fort en physique, chimie, etc., est-ce que ça nous prédispose à être un grand scientifique forcément? Non. Justement, j'allais demander, pour aller dans le sens de ta question, Bertie, est-ce que ce n'est pas typique au système camerounais? Parce qu'on a l'impression qu'au Cameroun, pour faire certains métiers, il faut forcément passer par une formation scientifique, seconde C, première C ou première D, alors qu'ailleurs, avec un baccalauréat littéraire, des gens réussissent à s'inscrire, par exemple, en médecine. Oui, moi, au Cameroun, on parle de la médecine spécialement, mais il y a des filières qui ont créé la médecine, c'est-à-dire, c'est pas le médecin, il y a les laborantins, il y a ceux qui font les imageries médicales, c'est le bac A. Avec le baccalauréat, c'est possible. Avec le baccalauréat, c'est possible. Ça veut dire qu'un enfant aime le métier de médecin, il faut lui faire comprendre que ce n'est pas seulement celui qui porte la blouse blanche qui est le médecin. Parce que tu arrives à l'hôpital, tu as des problèmes de poumon, il faut passer par l'imagerie médicale pour qu'on te fasse une radio pour savoir de quoi tu souffres réellement avant d'envoyer. Et avec ton baccalauréat, tu côtoies les médecins sans problème. C'est dans ce sens-là que nous aidons les enfants. En tout cas, quand on arrive à l'hôpital, tout le monde qui a la blouse est docteur. Alors, Ghislaine, on peut parler d'orientation scolaire. Sur quelle base oriente-t-on les enfants? Disons que l'orientation commence à la maison. On a très peu parlé de l'enseignement technique, mais on a l'impression que c'est un enseignement dédié aux enfants qui ne s'en sortent pas du tout, ou alors qui n'y comprenaient rien à l'école. Les parents se disent, bon, ils vont aller faire la technique, peut-être en tenant un marteau ou une pelle ou encore une aiguille, ils pourraient s'en sortir dans leur futur. Est-ce que c'est toujours ça? C'est le commun des mortels. L'enseignement technique, c'est pour les forts. Contrairement à ce que les gens pensent. L'enseignement technique, c'est pour les forts. C'est pour des enfants qui ont des génies, des esprits très éveillés.
Parce que en enseignement technique, c'est manuel, c'est pratique, c'est le concret, c'est le palpable. Et c'est la justesse. Voilà. Ce n'est pas que tu t'assois, l'enseignant va te dire en SVT, on déplume le poulet. On vous dit de faire un commentaire composé. Il n'y a même pas un laboratoire où tu vas voir comment. Non, non. En enseignement technique, quand on apprend l'enfant à creuser des fosses pour mettre des parpaings, il y a la pratique après ça. Et c'est beaucoup de calculs. Et c'est beaucoup de calculs. C'est la technologie, c'est des calculs, c'est le dessin. C'est le dessin. Ça veut dire, dès l'instant que ton enfant, dès l'école primaire, tu constates que l'enfant aime rester, il aime toucher le téléphone. Il manipuler les appareils. Il déverrouille ton code comme si... Il dépièce les appareils. Vous rentrez à la maison, la télévision est à terre. Ils ont dépiécé. Dès qu'un appareil, le ventilateur est gâté, il dit, attends maman, attends. Il arrange ça quelques minutes et ça donne. Ce genre d'enfant, je vous en prie, ne les forcez pas à devenir médecin. Ne les forcez pas à devenir médecin ou administrateur. Voilà. Et puis le Cameroun a besoin. Nous sommes un pays émergent. Justement, on a l'impression que on préfère beaucoup plus envoyer les enfants faire des formations dans les lycées et collèges, d'enseignement général, et très peu en technique. De plus en plus, les parents ont compris. Oui, Moi, par exemple, je suis, comme je vous dis, je suis dans l'enseignement général. Mais après la classe de troisième, beaucoup d'enfants vont en CEFTI ici. Ouais. Beaucoup. Ça veut dire, dès qu'ils ont reçu le BPC, madame, moi, je vais faire l'enseignement technique. Pour une formation pratique. Une formation pratique. Et les Nièges, aujourd'hui, est en train de se remplir. Très bien. De plus en plus de ces... Alors, donc, il faut déconstruire l'idée selon laquelle c'est quand un enfant est têtu qu'on l'envoie faire la technique. Au contraire, c'est des enfants très brillants. Ça fait qu'on se retrouve les techniciens aujourd'hui qui sont en train de gâter toutes nos voitures parce qu'ils sont allés, ils ont fui l'école. On a dit que, OK, comme tu ne veux pas faire l'école, on t'envoie faire mécanique. Et aujourd'hui, il faut calculer. Il y a les calculateurs, ce n'est plus la mécanique, c'est la mécatronique. Ces gens-là sont en train de foutre en l'air nos voitures. Donc forcément, il faut dire que ça fait partie des engagements que les parents doivent prendre. Accepter quand même que l'enfant puisse faire déjà ce qu'il a envie de faire. Et pourquoi? Pour quelle raison? Nous avons pensé ici, peut-être qu'on se trompe, que le meilleur travail est celui qui ne nous fatigue pas. Tout à fait. Épanoui. Qui est celui qui nous épanouit le plus. Important. Mais comment faire face à ça quand les parents veulent que l'enfant soit sous-préfet? Parce que... Il faut aller à l'ENAM, c'est une école prestigieuse. Voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Bon. Nous sommes à 2 semaines de la rentrée. Là, je m'adresse aux parents maintenant. Oui. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que le parent qui observe beaucoup son enfant à la maison peut déjà détecter les talents, les aptitudes de cet enfant. Ouais. Et ce que moi je conseille aux parents, c'est de causer avec l'enfant. Il faut beaucoup causer avec l'enfant. Il ne faut pas projeter la vie que tu n'as pas eue sur ton enfant. C'est ça qui fait que demain ou après-demain, on a des piègres médecins, des piègres ingénieurs, des administrateurs. Tu vois un sous-préfet qui a 20 ans, 25 ans, il a fréquenté comment pour arriver à ce niveau. Donc il y a tellement de choses qui permettent, qui fait en sorte que l'enfant lui-même, qui veut faire quelque chose, n'est pas épanoui dans son métier. L'épanouissement, c'est un critère très important. Je suis entrée là, vous étiez... On travaille avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de joie. J'ai même esquissé quelque part dedans. Mais Victor Ngango a dit que c'est une chance. Ça veut dire que c'est un plus que vous apportez. Mais Victor Ngango, qui est un tonton à nous dit que c'est une chance. Un enfant qui a pour travail sa passion. C'est très important. Et c'est parce que les parents n'ont pas laissé les enfants dans ce cas de figure. C'est pourquoi on a des travailleurs aigris. Très bien. Aujourd'hui, ça il faut le dire clairement. Avec des rendements médiocres. Ouais, parce que les parents ont pratiquement tout imposé aux enfants. Très bien. Et il y en a même qui ont dit, bon ok, dès que tu me donnes le master, tu deviens musicien. L'enfant a le master et devient musicien et recommence tout à zéro. Alors qu'il aurait pu aller à une école de musique et être la plus grosse star. Voilà, effectivement. Et devenir le Beethoven de son pays. Ghislaine, à côté de ses parents qui décident pour la formation de leurs enfants, il y a ces enfants aussi qui ne savent pas quoi faire, qui
qui, après le bac, vont choisir une filière à l'université juste par suivisme, parce qu'ils suivent les camarades, les amis. On ne veut pas se quitter, on a passé de bons moments au lycée. Après 2 ans à l'université, ils sont perdus, ils savent pas quoi faire de leur vie. Vous voyez qu'ils partent de l'université publique pour aller dans le privé, faire une formation de BTS, parce qu'ils ont compris qu'ils ont perdu du temps. Pour ce type d'enfants, comment vous les détectez? Qu'est-ce que vous leur dites? Généralement, ce sont des enfants qui fréquentent très peu le service d'orientation. Très peu. On est passé dans une salle de classe, on leur a parlé de l'insertion socio-professionnelle. Il y a ceux qui sont très éveillés, qui sont venus nous dire « Madame, moi j'ai un problème, mais je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. » Ce genre d'enfant, quand il est suivi, au 2e trimestre, c'est déjà clair dans sa tête. Ça veut dire même son parent a déjà accepté ce qu'il veut faire. Le fait qu'on impose aux parents, aux enfants, le choix des parents, c'est jamais ce genre d'enfant qui fréquente pour fréquenter. Ouais. J'aime dire, il fréquente pour faire plaisir à papa et à maman. Il faut que j'ai le bac parce que la mère là souffre au marché, sous la pluie. Je dois avoir le bac pour elle. Oui, maintenant que tu as le bac pour elle, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Est-ce qu'il y a des métiers pour sortir qu'on doit déconseiller aux gens? Parce qu'on a entendu que l'enfant veut faire géographie. Il n'y a pas d'opportunité. Mais on a entendu ça. Que toi, tu peux faire géographie, que tu vas travailler. Ça va faire agriculture, le commerce international. Voilà. Comme ça, tu peux être même douanier. Enfin, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des métiers à proscrire aux enfants? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous l'avons dit tout à l'heure, lorsque on est épanoui dans son métier, on donne le meilleur. Un élève, un étudiant qui va faire géographie, il y a tellement d'écoles. Il y a tellement d'écoles. Il y a tellement de débouchés aussi. Des débouchés. Les parents ont la crainte de l'absence de débouchés. Puis il y a la formation en démographie. Il y a tellement. Et puis c'est une filière scientifique. Contrairement à ce que les gens pensent. Géographie, c'est des scientifiques qui font géographie. On peut faire de la recherche. On peut devenir enseignant. On peut devenir enseignant. On peut même postuler pour être pour travailler dans les organismes internationaux, même dans l'environnement, même dans les entreprises. Dans la météorologie. Dans la météorologie. Il y a toute une école qui forme en météorologie au nord. Je pense qu'il n'y a pas de métier. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Généralement, quand... Mais est-ce que ça donne l'argent? C'est ça que ça donne l'argent. C'est ça que le parent pose. Ça donne l'argent. Je ne suis pas retrouvé sur le bon créneau. Vous avez parlé de météorologie. Ça donne l'argent. Ça donne beaucoup d'argent. Moi, je connais une petite fille qui est sortie de cette école, qui est très bien aujourd'hui. Voilà. Il y en a qui ont fait géographie. Après, les parents ont dit, bon, on va faire topographie. Il y a l'argent dedans. Oui, géographie, topographie, c'est le métier, c'est le sol. Voilà. Ça veut dire que ça se complète aussi. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup d'argent dedans. Donc, on ne peut pas demander à l'enfant que le métier, là, surtout quand un enfant fait un métier avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de passion, c'est clair qu'il y a... Ceux qui font en littérature demandent, ça va te servir à quoi? Parler français, savoir écrire et puis quoi? Non, il y a des débouchés. Bien ça existe. Il y a des débouchés, il y a plusieurs. Et j'ai une mais ça craint, il ne veut plus devenir journaliste. J'ai une petite fille en 3e qui est, je crois, 16 de moyenne, avec des moyennes, des matières, des moyennes, des notes excellentes dans toutes les matières. Automatiquement, moi j'aime les enfants qui sont forts comme ça, moi je les oriente en C. Ça veut dire son test, les tests psychotechniques et ses résultats et le choix. Elle m'a dit, madame, je veux faire la A. Je n'ai pas compris. On allait voir le proviseur. Le proviseur dit que non, c'est le genre C qu'on veut en C. C'est les baccalauréats C avec mention C qu'on veut. On l'a envoyé en C. Elle est revenue me voir la rentrée pour me dire, madame, moi je vous ai dit que je veux être magistrat. Voilà. Ah d'accord. Ah, je veux être magistrat. Il lui dit que mais avec le baccalauréat, elle dit, madame, je n'aurais pas, je serai pas une littéraire pleine parce qu'il faudra parler en public, il faut avoir cette aisance quand tu parles devant les gens et tout. Il faut maîtriser l'art oratoire. Moi, je veux être magistrat, je veux faire la A. Cet enfant aujourd'hui est à l'ENAM. Oh. C'est pas parce qu'elle a, c'est pas comme on connaît, elle a eu son concours de l'ENAM. D'accord. C'est pour dire que ce choix-là, c'est important. C'est important que l'enfant fasse ce qu'il faut. Et il y aura moins d'irrécevables dans ce cas. Parce qu'elle prendra le temps de réfléchir et de comprendre. Très bien. En tout cas, on le souhaite. De toute façon, merci Maman Mendon, parce que là, on aurait pu continuer cette conversation pendant toute l'émission, que ça n'aurait dérangé personne ici. Parce que c'est un moment
important de la vie de notre société, la rentrée scolaire, et avec son lot de surprises, nous voulions éviter ces dangers-là. En tout cas, avec StudentMac, on est sûr de vous avoir avec nous tout le temps. Pour plus à la veille de la rentrée, voilà. par exemple. On aura encore besoin de vous, Madame Mendon. Mais en attendant, StudentMac, c'est une plateforme qui réunit tous les professionnels, tous les pédagogues qui peuvent apporter des questions à tous ceux qui ont des questions à se poser. Madame Mendon et tous les autres sont disponibles sur StudentsMag, c'est sur la plateforme StudentMag. D'ailleurs, vous tapez Students avec T, apostrophe S, Mag. Sur toutes les plateformes, vous aurez avec vous tous ces enseignants et pédagogues qui nous rendent visite ici. Merci, maman. Merci d'être passé par ici. Un big up à monsieur Patrick Ngounou. Hein? Fais ça. Bonjour. Bonjour. Allez, est-ce qu'on a une idée de notre invité? Est-ce qu'il est là? On a sa position, notre invité? Oui, il est là. Moi, je crois que nos camarades l'ont peut-être aperçu quelque part. En tout cas, prenons cette respiration musicale. Il sera juste avec nous sur le côté. On attend ici impatiemment le boss, Oga, le Pichichi, le seul gars qui a osé défier Nganou dans un ring. Mon frère, toi là même tu as le cœur. Si la main du gars là, même si c'est le jeu, bon en tout cas, on en parle avec lui dans quelques instants seulement, tout de suite. J'ai parcouru toutes les villes pour chercher la réserve d'or. Porter des objets qui brillent sans jamais trouver le trésor. J'ai écumé tous les étals de tous les marchés.